Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Patrick April. C'est un ancien officier de l'armée française et responsable en Arménie des projets de l'association Armenia Peace Initiative, API. L'organisation se rend dans les villages à la frontière de l'Azerbaïdjan pour préparer la population locale. On va découvrir ensemble comment. Bonjour Monsieur April. Bonjour Annie. Donc vous êtes, comme je l'ai dit, à la tête des opérations en Arménie pour API. API, l'objectif, c'est vraiment la sécurité. Comment est-ce qu'on aborde cet aspect-là ? Alors, Armenian Peace Initiative, c'est une ONG française qui a été créée en 2020, juste un petit peu avant la guerre. Notre directrice générale est Madame Taline Papazian, que vous connaissez. Et depuis l'année dernière, depuis novembre dernier, nous avons une structure permanente ici qui a été créée à Erevan. Et avec cette structure, nous faisons des formations et nous proposons des formations spécialisées ici en Arménie. Et donc pourquoi mettre l'accent sur la sécurité justement ? Alors pour nous, c'est un volet très important, développer la sécurité civile, et notamment avec des domaines comme la cybersécurité. Donc dans ce domaine-là, nous avons 2 ingénieurs qui viennent 2 fois par an pendant 6 semaines dans une formation en cours du soir, qui est en collaboration avec l'UFAR, l'Université française ici à Erevan. Et ensuite, le deuxième volet de formation, où je suis le chef de projet, donc formation spécialisée, ce sont les formations au premier secours. Et donc là, nous formons des gens aux gestes de premier secours. Et actuellement, notre projet concerne la région très très sensible du Tavouche, avec les villages qui sont à la frontière isolée. Et alors, quand on parle de la sécurité, c'est lié au conflit avec l'Azerbaïdjan, qui est donc le pays voisin. Qu'est-ce que vous apprenez concrètement aux personnes sur place ? Alors notre protocole que nous proposons en termes de formation au premier secours, c'est un protocole militaire qui a été étudié par les Américains lorsqu'ils ont fait les guerres d'Irak et d'Afghanistan, qui ont eu beaucoup de blessés. Et ils se sont aperçus que beaucoup de ces blessés décédaient dans l'heure qui suivait la blessure, et 80% des causes de décès étaient une hémorragie. Et donc ce protocole est vraiment spécifique pour apprendre aux personnes, un civil qui n'a aucune compétence médicale au départ, à traiter et à stopper une hémorragie. Donc ce protocole est adapté certes aux situations militaires, mais aussi aux situations qui pourraient être particulièrement dégradées, comme tremblement de terre ou un accident de la route impliquant un minibus, un bus, avec beaucoup de blessés. Et du coup, les personnes que vous voyez sur place, quel genre de profil ils ont ? Donc c'est des civils, forcément, mais quel genre de profil ils ont, de façon générale ? Alors nous faisons ça en 2 temps. La première étape, c'est une rencontre avec le maire du village. Donc on se déplace pour expliquer, se présenter, expliquer le protocole et parler de la sélection des candidats. Il est important d'avoir des personnes civiles qui soient motivées, volontaires, qui se sentent capables d'intervenir sur un blessé. Et ensuite, bien, dans nos candidats, lorsqu'on revient 2 ou 3 semaines plus tard, eh bien, on a un peu de tout. On a des étudiants, on a des professionnels de santé, on a des services de rescue, on a des docteurs, nous avons des infirmières, nous avons beaucoup d'institutrices. Et actuellement, nous sommes à plus de 350 personnes de formées depuis quasiment 1 an. Et on a quasiment 75% de femmes qui sont particulièrement volontaires et sérieuses pour suivre cette formation. La région du Tavouche, c'est comme vous l'avez dit, une région assez sensible, surtout par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois avec la démarcation des territoires. Il y a un sentiment, nous à CivilNet on le sait aussi parce qu'on se rend sur place, il y a un sentiment parfois de peur et d'insécurité de manière générale sur le futur qui les attend. Est-ce que vous, quand vous rendez sur place, vous entendez ce genre de discours ou c'est quoi l'humeur générale des personnes que vous rencontrez sur place ? Alors en fin de compte, nos formations concernent des villages qui sont entre 0 et 10 km de la frontière. Souvent ce sont des petits villages, moins de 500 ou de 1000 habitants, isolés, assez éloignés. Lorsqu'on va à Chinari par exemple, c'est quasiment 4 heures de route par rapport à la capitale. Et je suis assez surpris et admiratif de cette population qui réside dans ces villages et qui fait preuve de résilience, qui arrive à s'adapter, qui fait preuve de motivation parce qu'ils souhaitent vraiment rester et vivre dans leur village. C'est leur village familial de plusieurs générations en arrière. Et cette génération-là souhaite rester. Les gens que nous rencontrons font tous les efforts possibles pour faire preuve de résilience et rester dans leur village. Voilà. Donc pour l'instant, vous avez fait le Tavouche, c'est toujours en cours, c'est pour cette année ?
Donc actuellement, le projet a débuté dans le Tavouche après l'autorisation officielle du ministère des Affaires intérieures en avril. Nous avons fait déjà 14 villages dans le Tavouche. On prévoit de finir la totalité des 38 villages que nous avons classés en priorité numéro 1, en coordination avec l'Académie de gestion de crise d'Erevan, puisqu'on travaille en proche collaboration avec eux. On finira notre projet dans le Tavouche certainement en septembre 2025. Et ensuite, on va attaquer une autre région qui est aussi très très sensible, reculée, isolée et un peu délaissée, le Guerre-Arconique. Vous avez évoqué la cybersécurité. Bon, je sais que ce n'est pas vraiment votre domaine, mais quand même, pourquoi est-ce que c'est si important d'aborder la cybersécurité, particulièrement en Arménie? Vous êtes bien placé pour le savoir, actuellement, tout se passe par le net. Énormément de communications utilisent les réseaux filières ou les réseaux Internet pour le travail simplement. Et donc, il faut un minimum de sécurité. Et effectivement, ici en Arménie, comme dans d'autres pays d'ailleurs, il y a quand même des lacunes et beaucoup de choses à faire pour faire évoluer la sécurité, et notamment la sécurité en cybersécurité. Ici, on parle beaucoup d'une guerre qui est aussi digitale, dans le sens où quand une guerre ou un conflit a lieu entre deux pays voisins, les attaques se font aussi via Internet, via des hackings, des piratages, ce genre de choses. Est-ce que c'est ce genre de risque qui est abordé lors des préparations? Alors oui, lors de notre formation spécialisée en cybersécurité, ça se fait par module. Les gens candidats à cette formation ont déjà un petit niveau. En règle générale, ils sont des gens responsables cyber ou sécurité dans leur entreprise. Et néanmoins, par module graduel, on arrive à augmenter le niveau de sécurité et leur faire adopter les bons réflexes. Voilà. Je voulais vous demander aussi, quand vous rencontrez les personnes sur place et que vous leur expliquez le protocole, que l'objectif c'est d'arrêter une hémorragie, est-ce qu'il y a quelque chose qui, chez eux, je ne sais pas, est-ce que psychologiquement, est-ce que c'est quelque chose qui les bouscule un petit peu? Parce que moi je m'imagine, si je me retrouvais, si je vis à la frontière en sachant que juste en face c'est l'adversaire à quelques kilomètres de moi et que quelqu'un vient me préparer un scénario un peu catastrophique où on parle d'hémorragie, d'arrêter l'hémorragie pour éviter une mort dans l'heure, je stresserais un peu quand même à l'idée de savoir qu'effectivement je suis dans une réalité où il y a un conflit qui peut être imminent. Est-ce que vous avez ce genre de personnes qui justement discutent avec vous et parlent de ce stress quotidien? Alors en fin de compte, en plus de la résilience dont fait preuve cette population, de leur motivation, je les trouve particulièrement réalistes. Ils sont conscients de la situation actuelle. Le traité de paix n'est toujours pas signé. Dernièrement, des attaques d'envergure ont eu lieu en septembre 2022, où quasiment toute la frontière du nord jusqu'au sud de l'Arménie ont été touchées. Donc, ils vivent avec ça tous les jours. Donc, venant les aider, leur apprendre un protocole qui peut sauver une vie, qui ne coûte rien, qui est facile à apprendre, c'est simplement 2 jours de formation, pour nous, c'est bien pris. Et on voit après des gens qui sont peut-être un peu rassurés. Ils sont équipés, puisqu'après chaque formation, on leur donne une trousse de secours avec exactement le même matériel qu'ils ont utilisé pendant la formation. Et donc, ils se sentent peut-être rassurés. Et surtout, ils se sentent capables de jouer un rôle actif si demain la situation le demandait, et venir en aide au service médical ou au centre médical qui, souvent, dans ces petits villages-là, est tenu par une infirmière qui est toute seule et qui sera certainement dépassée en cas de situation dégradée. Donc on a parlé de premiers secours, de cybersécurité. Est-ce que dans un avenir proche ou peut-être lointain, API compte faire d'autres sortes de formations qui sont liées à la sécurité? Alors pour l'instant, on a un gros dossier, je dirais. C'est vraiment la formation en premier secours. C'est notre projet prioritaire qui nous demande beaucoup de fonds, donc on est en recherche de fonds. Donc j'invite vos auditeurs à aller sur notre site et voir un petit peu comment ils peuvent aider concrètement notre projet. Et donc après la région du Tavouche, on va faire la région du Guerre-Arconique, ensuite on passera sur la région de Vaillezor, et pour terminer la région du Sounik. Donc nous avons pour au moins 3 ou 4 ans de travail au rythme actuel des formations. Merci beaucoup Monsieur April pour cette interview. Merci à vous et merci pour avoir
proposer cette présentation de notre aide concrète pour les petits villages à la frontière. Merci à vous pour le travail que vous faites. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.